Merci de nous accorder votre préférence pour cette autre édition d'information sur KEM News 24. À la une, fin de séjour pour l'ambassadeur de Suisse au Cameroun. Après 2 années de fonction, son Excellence Bers Berner est venu témoigner sa sympathie au nouveau président du Sénat. Et puis évocation 14 août 2008, 14 août 2013, 5 ans déjà que Bakassi a été officiellement rétrocédé à l'État du Cameroun. Une rétrocession qui a pris corps le 10 octobre 2002 avec l'arrêt de la Cour internationale de justice, CIJ, organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies. Et puis, tribunal criminel spécial, 20 ans de prison pour Roland Guéna. L'ex-ministre de la Santé publique a été condamné lundi dernier à 20 ans de prison ferme pour détournement et complicité de détournement de deniers publics. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Arrivé à fin de ce jour, après 2 années de fonction, son Excellence Bers Berner est venu témoigner sa sympathie au président du Sénat. L'audience de ce mercredi au Sénat a duré exactement 19 minutes, au cours desquelles Marcel Nyadji-Fendji et son hôte ont échangé sur la coopération parlementaire entre la Suisse et le Cameroun. Pour le diplomate suisse, il était davantage question de rendre une visite de courtoisie au président du Sénat suite à son élection à la tête de cette auguste chambre du Parlement bicaméral. Après 2 années de séjour au Cameroun, l'ambassadeur suisse n'a pas manqué de passer en revue les grands moments du périple camerounais. C'est visiblement un séjour bien accompli avec en perspective la promesse d'une contribution de son pays à la construction d'un Sénat fort que les 2 personnalités se sont séparées en promettant de se revoir très prochainement sous d'autres cieux. Le diplomate suisse, son Excellence Bers Berner, s'exprime au micro de Florian Payot. Je vais quitter le Cameroun en fin de mission, ces tout prochains jours, mais j'y laisse des attaches dans ce pays qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup apporté. L'éducation de la population, la chaleur, l'hospitalité du Cameroun en particulier. Il y en a bien d'autres, mais c'est... Restons aux alentours du Parlement pour relever qu'une délégation de l'église presbytérienne camerounaise s'est rendue chez le président de la Chambre haute. La délégation conduite par le révérend Didier Onanakoa de la paroisse Barry-Coker de Yaoundé est venue louer le Seigneur pour l'élection de son fidèle à la tête du Sénat. Comme il est de coutume dans la tradition chrétienne, l'exhortation des pasteurs a été axée sur le courage et la confiance des maîtres mots appelés à guider les pas du président du Sénat dans l'accomplissement de sa lourde mission. Une mission devant s'appuyer sur l'esprit de rassemblement. Voici à présent une attitude du révérend pasteur Didier Onanakoa. Le but de notre visite ici ce soir, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est le devoir de l'Église. Nous avons prié avant les élections, nous avons prié pendant les élections, après les élections. Et lorsque Dieu nomme à la tête du tout premier Sénat de la République du Cameroun un ancien de l'Église, un chrétien, un patriote que tout le monde connaît, c'est une occasion pour nous de nous réjouir, de dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui permet à ce que les personnes qui le craignent puissent servir notre nation. Et Dieu a utilisé la main du président. Nous vous le disions en titre, il y a 5 ans, jour pour jour, que Bakassi a été officiellement rétrocédé à l'État du Cameroun. 11 ans après que la Cour internationale de justice, CIJ, ait rendu son verdict, 7 ans après la signature à New York de l'accord historique de Green Tree, ce 14 août 2013, met fin à la période transitoire permettant l'exécution de l'arrêt de la CIJ. La souveraineté camerounaise est donc définitivement acquise sur la péninsule de Bakassi. Évocation, Dixon Joker et Serge Tetka. Plus prosaïquement, Bakassi, déclarée camerounaise depuis le 10 octobre 2002, est soumise à la souveraineté nationale. L'État a donc le plein droit de lever les impôts conformément aux lois en vigueur, de même qu'il a le droit d'appliquer à tous les habitants de cette partie de son territoire ces lois et règlements sans tenir compte de la vie de l'État nigérian. Le gouvernement de la République doit accéder à l'exercice exclusif et solitaire des compétences étatiques sur la zone de Bakassi. La rétrocession de Bakassi au Cameroun avait eu lieu le 14 août 2008 à Calabar au Nigeria. Ce jour-là, le transfert d'autorité au Cameroun sur la péninsule s'était effectué dans le calme et la dignité.
Mais le plus dur était à venir, l'administration, c'est-à-dire le développement de la presqu'île. Le gouvernement camerounais a mis en place le 27 août 2007, c'est-à-dire un an avant le transfert d'autorité, un comité de coordination et de suivi de la mise en œuvre des projets prioritaires à réaliser à Bakassi, avec pour mission de susciter, d'harmoniser et de rationaliser les interventions de l'État du Cameroun, ainsi que celles des partenaires extérieurs au développement dans cette zone névralgique. La commission de suivi de la mise en œuvre de l'accord de Green Tree relatif à la péninsule de Bakassi intègre par ailleurs des aspects sur le plan sécuritaire et recommande une riposte concertée des deux pays pour venir à bout des bandes armées telles les Bakassi Freedom Fighters opérant dans la zone Kerele, ce qui est déjà fait au Cameroun avec la présence du Bir Delta implanté dans la localité. Au Nigeria voisin, certains caciques de l'administration affichent depuis plus d'un an le vœu de faire pression sur le président Jonathan Goodluck dans le but d'obtenir de lui l'initiative d'un recours en révision de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 10 octobre 2002. Ces derniers agitent la menace des élites du delta du Niger qui disent redouter une guerre civile au-delà du 14 avril 2013. Conscient que ce recours n'a aucune chance de prospérer sur le plan purement juridique, le chef de l'État nigérian a simplement opté pour l'application de l'arrêt. À Douala, la rétrocession définitive de la péninsule de Bakassi au Cameroun ce 14 août a été un vif moment de communion et de partage entre les autorités administratives de la ville et les autorités nigérianes. Le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomon, a reçu dans les meubles qui abritent ses services le consul nigérian par intérim au Cameroun. Aliou Mohamed était accompagné par une communauté nigériane. Il a été question pour la partie camerounaise et nigériane de célébrer à leur manière cet événement historique et de renforcer davantage les liens d'amitié et de paix existants entre les deux pays. Joseph Betty Assomon était entouré pour la circonstance des plus hauts gradés de l'armée camerounaise et du préfet du Vouri, Nassiri Paul Beya. Le rang frontalier entre le Cameroun et le Nigeria a donné à la planète entière l'exemple, la sublimation et l'exaltation des vertus combinées du droit et du dialogue. Les aspects du dispositif ont d'accord partis et avec le concours de l'Organisation des Nations Unies et de certains pays partenaires été précisés par les historiques accords de Green Tree, signés, comme vous le savez, le 14 août 2008. Vous comprenez plus aisément l'importance de ce jour qui marque ainsi le rétablissement de la plénitude de notre souveraineté sur Bakassi sous la houlette des deux chefs d'État camerounais et nigérians. Ce jour contribuera à sa manière et de façon historique à un rapprochement plus étroit entre les deux peuples frères du Cameroun et du Nigeria, qu'unissent de manière si étroite et séculaire plusieurs facteurs géographiques, historiques, humains et culturels. Je voudrais redire à nos frères nigérians combien nous apprécions leur présence parmi nous. Comme par le passé, les autorités de notre région et celles du pays contribueront à veiller de manière particulière sur eux, sur leurs activités et sur leurs bonnes relations avec les Camerounais dans le respect de nos lois et règlements. Pour être tout à fait complet sur la question de la rétrocession de la péninsule de Bakassi au Cameroun, il faut rappeler que le ministre de la Communication, Issa Tiroma, était donc face à la presse ce jour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose à présent, tribunal criminel spécial, 20 ans de prison pour Olanguena. L'ex-ministre de la Santé publique a été condamné lundi dernier à 20 ans de prison ferme pour détournement et complicité de détournement de deniers publics. La collégialité, conduite par le président Moukouri, a rendu son verdict en libérant 4 autres prévenus. Compte rendu de Salomon Foué, Apollinaire Zobenbon pour le récit. Déjà condamné par le tribunal criminel spécial à 15 ans de prison ferme dans le cadre d'une autre affaire, l'ex-ministre de la Santé publique, Urbain Olanguena Awono, vient une fois de plus d'écoper de 20 ans de prison pour détournement et complicité de détournement des deniers publics. Il s'agit là des conséquences judiciaires d'un second dossier de procédure enclenché à son encontre dans le cadre de sa gestion des biens publics. Il est reproché à l'ex-ministre de la Santé publique
Un détournement de 92 millions de francs CFA, dont 11 millions auraient servi au financement d'une production littéraire intitulée Sida en terre d'Afrique, et 81 millions relatifs à un marché fictif de livraison des moustiquaires imprégnés attribué à l'entreprise Vision SAR. Les autres mises en cause dans ce volumineux dossier avaient pour nom Dr Maurice Feuzé, ex-secrétaire permanent au Comité national de lutte contre le sida, Dr Okala Abodo, Rose Chia, l'unique dame de la bande, et le Dr Wang Hubert. Ils ont été tous acquittés. Quant à Onana Belibi Timothée, il a été condamné à 20 ans de prison ferme pour avoir facilité le paiement du montant incriminé. Restons dans les cours et tribunaux pour parler maintenant du contentieux préélectoral. La Cour suprême, agissant donc comme Conseil constitutionnel, a bouclé ce mercredi 14 août 2013 l'examen de 74 recours dont était saisie l'auguste juridiction dans le cadre du contentieux préélectoral relatif aux élections législatives du 30 septembre prochain. De nombreux recours ont été rejetés au motif qu'ils n'auront pas respecté l'aspect genre, les composantes sociologiques ou l'incomplétude des pièces exigibles. Le RDPC a été débouté dans la Ménois où le parti au pouvoir sollicitait le rejet de la liste du PADEC de Maître Jean de Dieu Momo et celle du SDF de Nidjan Frondi. Le plat de résistance de cette deuxième journée marathon consacrée à l'examen des recours aura été la décision à l'unanimité des membres du Conseil constitutionnel de remettre en course les déclarations des candidatures du mouvement républicain du Cameroun, le MRC de Maurice Kamto. La haute juridiction qui a procédé à la jonction des recours a ordonné à Elecam de recevoir les dossiers de candidature du MRC. L'énoncé de cette décision enjoint également le Conseil électoral de procéder dans les délais l'examen des 10 candidatures pour le compte des circonscriptions électorales du Fundi, de Vouri-Est, des Hauts-Plateaux et des Bamboutos. Voici à présent une attitude de Maurice Kamto, le président du MRC. Monsieur le Premier Président, je n'aurai pas besoin ici de reciter les dispositions qui plaidaient en faveur de l'acceptation du dépôt de nos déclarations de candidature. Monsieur le conseiller rapporteur l'a fait éloquemment. Il me suffira de dire, Monsieur le Premier Président, en une ultime supplique, de dire à cette Cour, ne nous imposez pas le supplice de Sisyphe, si c'est possible. Vous en avez beaucoup fait lorsque vous aurez décidé, pris votre décision. Monsieur le Premier Président, honorablement du Conseil constitutionnel, suivant les conclusions du conseiller rapporteur, mais il restera que vous nous renvoyez, si vous le suivez, à Elecam pour examiner ce qui est justice, puisque vous n'examinez pas, vous n'estimez pas. Mais ma crainte, c'est que votre décision, si elle n'était pas appliquée, alors même qu'elle s'impose à tout le monde, pourrait ne pas nous laisser des voies de recours. Je voudrais simplement ici, humblement, attirer votre attention sur cette perspective qui n'est pas chimérique, tant certains responsables de l'ECAM ne se sont pas montrés particulièrement bien disposés vis-à-vis du MRC, comme vous avez pu l'entendre. Quelle stratégie adopter pour sensibiliser les militants à aller retirer leur carte d'électeur afin d'assurer une victoire à la liste du RDPC au soir du double scrutin du 30 septembre 2013? Le sujet était au centre d'une réunion de concertation entre le président de la section RDPC Vouri 3 et les militants ce 14 août 2013. La rencontre, qui avait pour cadre la salle des actes de la mairie de Douala 3e, était présidée par le président de la section RDPC de la localité, en présence du maire, tête de liste au municipal et les différents candidats et autres militants. Le reportage, Éric Ticheux et José Ngonga. Tous les militants RDPC de Vouri 3, y compris les camarades frustrés lors des investitures, doivent revenir à des meilleurs sentiments et s'impliquer à la sensibilisation des militants dans l'opération de retrait des cartes d'électeurs afin de ne pas laisser l'opposition prendre la mairie. L'appel a été lancé ce 14 août par Mangazan, le président de la section RDPC Vouri 3, au cours de la réunion de restitution des recommandations issues de la rencontre avec le chargé de la consultation au comité central du RDPC tenu
à Douala il y a quelques jours. L'intérêt de cette rencontre, comme vous le savez tous, concerne essentiellement le double scrutin du 30 septembre. Nous avons couru des étapes. Il y a eu l'opération d'investiture des militants du RDPC sur les listes. Et il y a eu le passage du ministre de l'Enseignement supérieur qui est venu pour une campagne, n'est-ce pas, de sensibilisation et de réconciliation, comme cela a été dit. L'occasion faisant le larron, les 61 candidats qui vont représenter la liste du RDPC dans la circonscription Voury 3 ont également été présentés aux militants. Ils sont repartis dans 10 zones et chaque groupe devra sensibiliser les militants et autres potentiels électeurs à retirer leur carte d'électeur afin d'assurer la victoire au RDPC au soir du 30 septembre prochain. Le président de la section du Voury 3 a convoqué cette réunion pour justement mobiliser les troupes et dans le cadre donc de retrait des cartes d'électeurs auprès de l'ILECAM. Il a donc convoqué cette réunion avec les présidents des associations de 3 organes de base, OJ, RDPC, OFRDPC, RDPC, et également avec les candidats aux municipales et législatives qui vont représenter le RDPC, notre grand parti national. Et c'est ça qui prouve également la sérénité parce que ce n'est plus le moment de tergiverser. L'investiture est déjà finie. Nous sommes à une opération maintenant de retrait des cartes. Il faut rappeler que cette rencontre se tient au lendemain du passage de la commission de sensibilisation pour le retrait des cartes électorales envoyées par le comité central du RDPC et celui du membre du conseil électoral venu sensibiliser les responsables électoraux afin qu'ils s'impliquent à leur niveau dans le processus du retrait des cartes d'électeurs dans la région du littoral qui patine encore avec un faible pourcentage de 45% pour les 4 départements et 39% dans le Voury. Autre chose à présent, protection de l'environnement. Le ministère en charge de ces affaires met en œuvre les textes d'application de la loi cadre sur la gestion des déchets et des emballages non biodégradables. Et les Pierre, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, a dirigé à cet effet une réunion de concertation avec les administrations partenaires, opérateurs économiques, sociétés civiles et le personnel de ce département ministériel dans la capitale économique. Divina Pi et Benoît Dogmo étaient de la partie. Voici leur compte rendu. Environ 10% de 6 millions de tonnes de déchets municipaux sont produits annuellement au Cameroun et 1500 tonnes de déchets produits au quotidien dans la capitale économique. Une situation qui inquiète le gouvernement vu l'impact négatif qu'elle cause sur l'environnement. L'objectif global de cette rencontre de concertation est d'évaluer le niveau de mise en œuvre de tous les textes relatifs à la gestion des déchets au regard du décret numéro 2012-2809 PM du 26 septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage et de traitement et élimination finale des déchets qui stipule en son article 37 que les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de la gestion des déchets disposent de 18 mois à compter de la date de signature pour se conformer aux dispositions du dit décret. Ainsi, après chaque 3 mois, une descente sera effectuée sur le terrain par les responsables du ministère afin d'évaluer le niveau de mise en pratique de la décision ministérielle par les producteurs, fabricants, consommateurs des emballages non biodégradables. Ces derniers apprécient plus ou moins l'initiative. Ça vient après nommer parce que ça va créer d'autres emplois. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de Camerounais qui sont en chômage. Ils vont se spécialiser dans les différents cas. C'est arrivé à point nommé aussi parce que nous souhaiterions que les autorités locales, c'est-à-dire de chaque localité, s'appuient sur ces textes pour qu'on voit apparaître leur application réelle. Nous disons que la décision du ministre constitue une avancée, pourvu qu'elle soit précise, qu'elle ne soit pas source de conflit. Or, malheureusement, pour le moment, il y a dans cette décision, donc dans cet arrêté ministériel, quelques points qui risquent de créer d'énormes conflits entre les opérateurs économiques de notre secteur et les agents du ministère de l'Environnement.
Le gouvernement, pour sa part, ne manque pas de proposer des solutions de rechange. Nos matières, nos objets naturels que nous avons, nos paniers, nos tissus, nos sacs en tissu, nos papiers, ainsi de suite. Ça, c'est très simple. Ça a moins de conséquences et on sauve la santé de la population, des animaux et également on favorise une production intensive. À la fin des échanges, des recommandations ont été formulées comme promouvoir la création des filières de récupération des emballages non biodégradables, mettre sur pied des usines de production des emballages biodégradables avant avril 2014, entre autres. L'essentiel de l'actualité internationale retenu dans le cadre de cette édition, c'est une sélection de la rédaction sous le commentaire de Serge Tetka. L'état d'urgence a été décrété ce jour en Égypte après que la dispersion par les forces de l'ordre de rassemblement de partisans du président islamiste déchu Mohamed Morsi a viré au bain de sang avec plus de 120 morts. Cet assaut qui a reçu une salve de condamnation internationale a provoqué des violences à travers toute l'Égypte. Les frères musulmans dont est issu M. Morsi ayant appelé à manifester pour mettre fin au massacre. Israël a lancé de nouveaux projets de construction dans les colonies juives tout en libérant 26 détenus palestiniens en signe de bonne volonté à quelques heures de la reprise ce jour à Jérusalem des négociations de paix avec les Palestiniens. L'objectif principal des négociations est de parvenir à une solution à deux États, israéliens et palestiniens. La zone euro a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, tournant le dos à la plus longue phase de récession de son histoire. Mais l'heure n'est pas au triomphalisme face à une reprise qui s'annonce molle et à un chômage record. D'avril à juin, le produit intérieur brut PIB de la zone euro a progressé de 0,3% selon les données d'Eurostat, dépassant les attentes. L'affaire Cahuzac ne fait que commencer. François Hollande a réagi dans une courte allocution enregistrée diffusée à la mi-journée après les aveux de son ex-ministre du Budget qui a reconnu détenir des avoirs sur des comptes à l'étranger alors qu'il l'avait nié durant 4 mois. Les divisions ethniques ne sont pas valables ici. Nous sommes comme une fratrie, affirme Ivo Ilić, un Croate de Bosnie qui a mené son taureau, le Zonja, combattre la corrida de Zefjanovici en Bosnie centrale. Après les combats, les amis se retrouvent autour de bières fraîches. C'est le sport sans nationalité. On se connaît tous, on est amis. Mais je suis particulièrement heureuse aujourd'hui parce que j'ai battu Ivo, un Croate, Renata Prenjković, la seule femme qui participe à ces combats avec ses 4 taureaux, elle-même une Croate de Bosnie. C'est la fin de ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir écouté et regardé. Les programmes de CAMnews 24 se poursuivent.